Merci beaucoup, Fatem Zahra. Bon, malheureusement, il était prévu une présentation de l'expérience du CHU de Rabat sur les grèves dans l'édifice de militaires primitifs. Malheureusement, Madame Kababri ne peut pas nous rejoindre pour des raisons personnelles. Et donc, sa communication va être donc supprimée. Nous passons donc directement, avant d'entamer la deuxième partie de cette session, aux questions. Alors, j'ai reçu une première question de Madame Bachir Aziza qui dit, alors, je ne sais pas à qui elle est adressée, je pense que c'est à tous les orateurs. Merci pour la présentation très riche. Que pensez-vous des complications liées au post-greffe et comment pourrons-nous les améliorer? Bon, c'est une question assez vaste. Qui aurait le courage d'y répondre? Fatem Zahra, tu voudrais te lancer? D'accord. Je pense que la principale complication en post-greffe reste la GVH et les complications infectieuses. Les complications infectieuses, c'est surtout en diminuant le délai entre le diagnostic et la greffe. Ça va jouer sur les complications parce qu'on reçoit des malades qui ont déjà des infections chroniques au niveau ORL, au niveau pulmonaire. Et ce sont ces malades-là qui vont se compliquer lors de greffe et en post-greffe. Et on pense aussi qu'une une bonne prophylaxie anti-GVH à base de cyclosporine, actuellement, c'est le gold standard. C'est tout ce qu'on a comme élément, je pense. Ma professeur de psy, Hussein, s'il y a quelque chose à ajouter. Alors, je vais peut-être, bon, comme a dit professeur Madani, c'est une question bateau, c'est un chapitre carrément, les complications post-greffe. Alors, c'est déjà le délai de diagnostic pour ne pas avoir des infections cumulées qui mettent en danger en fait la greffant, la greffe, la prise du greffant. Il y a aussi notre ennemi, c'est le vaccin BCG qui complique avec des BCG qui sont très difficiles à gérer même en post-greffe. Et bien sûr, aussi, il y a les conditions post-greffe, c'est-à-dire les conditions, le milieu où vit l'enfant. C'est-à-dire, tout se passe bien, et puis quand l'enfant il est chez lui, est-ce qu'il y a possibilité d'isolement, est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit bien traité, les conditions d'hygiène et tout. Donc, tout ça, ça complique un petit peu la chose. Et aussi, comme vous avez signalé dans votre présentation, il y a la disponibilité des médicaments et surtout la cyclosporine IV. On se rabat toujours sur la voie orale qui n'est pas très adaptée aux conditions de la greffe. Voilà. Est-ce que parmi les orateurs, parmi les modérateurs, est-ce que vous avez des commentaires? Moi, j'aurais une question, si je peux, pour le troisième enfant greffé à Casablanca, qui avait de fait plus un KID qu'un SCID, je pense, parce qu'il avait un nombre de lymphocytes, et en particulier de lymphocytes naïfs, qui n'est pas compatible avec un diagnostic de SCID. Est-ce que vous aviez eu des chimérismes en post-greffe? Autrement dit, est-ce que vous avez eu des preuves d'une prise de lymphocytes du donneur en post-greffe? Oui. Alors, il y avait des chiffres aux alentours de 75% à 3 mois de la greffe et il me semble à 9 mois post-greffe. D'accord. Oui, mais je suis d'accord que c'est plutôt un KID qu'un SCID, vu le type d'infection, vu les chiffres, vu même l'évolution du malade. Et en pré-greffe, est-ce que vous aviez eu l'opportunité de regarder si les lymphocytes T n'étaient pas de la maman? Autrement dit, est-ce qu'il n'y avait pas de GVH materno-fœtal sans nécessairement avoir les signes de GVH par ailleurs? Oui, on a fait un chimérisme en fait XY
en fait, sur les lymphocytes en totalité, c'est-à-dire c'est pas le chimérisme SCR sur le plan génétique, mais le XY, et il y avait présence des lymphocytes maternels. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était aux alentours de 60%. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'était aux alentours de ça. Et donc, on a détecté les cellules d'origine maternelle. Mais il n'avait aucun signe, comme vous avez dit, d'une GVH véritable, ni sur le plan cutané, ni sur le plan intestinal ou autre. D'accord. Parce que ce qui est également une possibilité, c'est cet enfant avait réellement bien un SCID, mais avec une prise de lymphocytes de la mère. Qui fait qu'il avait des chiffres de lymphocytes qui étaient bien au-delà des valeurs habituellement reconnues pour un SCID, qui est de 300 lymphocytes T autologues. Après, si c'est des T de la mère, ça peut en effet être malgré tout un SCID. Et ce qui expliquerait que vous avez eu une prise des lymphocytes du donneur, parce qu'un KID sans conditionnement, la prise de greffe est quand même difficile. Et donc, si je devais faire un pari, je dirais que c'est probablement quand même plutôt un SCID avec une prise de T de la mère et secondairement une prise de la greffe des lymphocytes du donneur qui élimine les T maternels et qui permettent une reconstitution immunitaire. Parce qu'un KID avec 1000 ou 1500 lymphocytes T, la probabilité qu'il y ait une prise de greffe sans conditionnement me paraît très très faible. Donc je ferais peut-être l'hypothèse quand même que c'est un SCID avec des T maternels. Et donc une prise de greffe, une prise des cellules T du donneur en post-greffe, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'enfant. Oui. J'ai quand même une question, si on me permet. Donc, concernant la fibrose qu'il a présentée, est-ce que vous voyez ça pour vos malades? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est juste la pneumopathie ACMV qui a traîné quand même? Il avait 3 mois d'évolution avant qu'il soit traité pour le CMV, ou c'est quelque chose, c'est-à-dire peut-être génétiquement, il y a quelque chose qui prédisposait à ce qu'il fasse qu'il a un déficit immunitaire en même temps cette fibrose pulmonaire? Alors, c'est une bonne question, c'est difficile de répondre. Alors, on voit exceptionnellement des fibroses pulmonaires en post-greffe, c'est vraiment exceptionnel. Les pneumocystoses, en général, ça ne laisse pas du tout de séquelles. C'est des enfants qui récupèrent très très bien et qui cicatrisent leurs poumons sans difficulté. Le CMV, c'est un petit peu différent. Et puis, il y en a certains virus, comme le parainfluenzae, par exemple, qui sont assez agressifs et qui peuvent laisser des séquelles pulmonaires. Mais entraîner une fibrose au point de devoir discuter une transplantation pulmonaire, c'est une situation très inhabituelle. La charge virale du CMV n'était pas très élevée, donc je trouve ça assez étonnant comme évolution. Il n'y avait pas d'autres virus respiratoires, entre autres le parainfluenzae ou... En fait, on n'a pas malheureusement de possibilité de le faire à l'hôpital. Et donc, ça n'a pas été cherché. D'accord. Ouais. Mais il avait cliniquement avant greffe des signes respiratoires importants. Oui, il était en détresse respiratoire avec cyanose. D'accord. Mais il n'a pas fait de GVH pulmonaire? GVH pulmonaire, alors non, je ne sais pas. Je ne peux pas dire parce que ce qu'on a fait, nous, c'était la TDM avec les images que j'ai avancées. Et, oblitérante, quoi. Pardon? Ou une bronchiolite oblitérante, donc. Oui, justement, c'est ça. On a mis lors du traitement la corticothérapie, mais la corticothérapie, c'est-à-dire à dose normale, et pas les bolus de corticothérapie qu'on met pour la bronchiolite oblitérante, qui va peut-être évoluer d'elle-même pour son propre compte, même après la greffe. Peut-être? Si c'est réellement une fibrose pulmonaire, c'est un petit peu étonnant parce que la bronchiolite oblitérante, ça ne donne pas des images de fibrose. Enfin, les images radiologiques sont différentes. La bronchiolite oblitérante, ça donne vraiment une distension pulmonaire très importante. Alors avec que le plage de la mosaïque pulmonaire et des images, enfin un épaississement des septa. Et donc peut-être qu'il faut réanalyser
l'imagerie pulmonaire pour avancer sur ces 2 pistes diagnostiques. Oui. Et après, la GVH pulmonaire est rarement isolée. Souvent, c'est associé à une GVH, une atteinte d'autres organes, une GVH aiguë ou une GVH chronique. Après, on peut aussi avoir des séquelles pulmonaires en cas d'infection virale grave pré-greffe et des réponses virales, antivirales très importantes en post-greffe avec des syndromes de reconstitution immunitaire qui peuvent mimer une GVH, donner des images de bronchiolite oblitérante, mais à nouveau, c'est plutôt une augmentation des volumes, une distension pulmonaire plutôt qu'une rétraction et une fibrose. Je suis désolé d'interrompre cette discussion très intéressante sur le dernier cas, mais bon, il nous reste à peine une quarantaine de minutes et deux présentations encore.